Je suppose qu'il y a beaucoup de PME qui vous ont approché. Ah, ok, Et oui. quel a été votre constat sur ces PME-là? Et qu'est-ce qui cause souvent le refus, en fait, Bon, d'accompagnement? nous, on ne refuse, c'est pas qu'on refuse. Notre rôle en tant que conseil, c'est d'abord de créer de la valeur. Et une des meilleures manières de créer la valeur, par exemple auprès de PME, c'est de leur dire la vérité. Moi, nous n'acceptons pas, moi, Aries ne prend pas un dossier, ne prend pas un mandat sans être sûr au moins à 90% de remporter la victoire. Ça veut dire qu'on a signé un accord de confidentialité, on a eu les documents, on a analysé le projet, on a vu la faisabilité de l'opération, on a vu que c'est possible. Et comment on s'assure que c'est possible? Déjà par nos analyses, mais nos analyses nous permettent de rédiger ce qu'on appelle un teaser qui va synthétiser les informations de base, on va rendre anonyme, qu'on envoie à nos partenaires financiers. Nos partenaires financiers, c'est des banques, c'est des fonds d'investissement, c'est des family office, c'est des institutions de financement. On leur envoie, en fonction du type de projet et de la pétence pour ces partenaires financiers de ce type de projet, ils nous disent oui ou non. Est-ce que, sur le principe, ça peut nous intéresser? Là, ce n'est pas gagné, là. Mais au moins, ils disent ça peut nous intéresser. Une fois qu'on a ce retour qui se manifeste par un courrier qu'on appelle une manifestation d'intérêt, une fois qu'on a ce courrier, on va voir le dirigeant de la PME. On lui dit, nous pouvons exécuter l'opération et on a même déjà trouvé au moins 1 à 2 personnes susceptibles d'intervenir. Donc, c'est là qu'on passe. Et là, jusque-là, on n'a rien fait payer. Hein. On a analysé, on n'a rien fait payer. On a transpiré, on a passé des nuits blanches, on n'a rien fait payer. Mais non, parce qu'il faut trouver un moyen d'intervention qui satisfasse tout le monde. Parce que je vous rappelle, en Afrique, le conseil, c'est pas gagné. Les gens ne trouvent pas la valeur vraiment du conseil jusqu'au moment où ils sont contraints de l'avoir. Donc, quand on a fait cela, ça rassure. Parce que le monsieur, il nous donne ses documents. C'est tout ce que ça lui coûte. Nous donner ses documents, très souvent par scan. Bon, on a dit des gens qui nous ont envoyé c'était sur leur ordinateur, ils ont imprimé des centaines de pages. On leur a dit, vous aurez mis sur un disque, une disquette ou un disque dur ou un CD-ROM, ça aurait été beaucoup plus simple. C'est tout ce que ça leur coûte. Nous fournir les documents, on analyse, on teste. Si c'est OK, on revient vers eux, on dit, maintenant, on signe un mandat. Voilà les conditions dans lesquelles va s'exécuter le mandat. Donc, tu vas devoir payer. Tu vas devoir payer. Et tu nous donnes par contre, tu nous donnes minimum 50% d'acompte pour le retainer, c'est-à-dire les honoraires. Et il y a une commission de succès quand les fonds sont effectivement levés. Et quand on a fait cela, mais ça sécurise le parcours de tout le monde. Et c'est là que la valeur est créée. Je reviens par exemple sur les refus. Là, c'est pas qu'on refuse, mais on crée de la valeur à quel moment? Quand je dis à quelqu'un, tu n'es pas prêt en l'état pour aller, par exemple, parler à un investisseur. Je n'ai pas refusé son dossier. C'est que j'ai analysé. J'ai regardé sa compta. Je vous donne un exemple. Je prends les comptes. Parce que, Dieu merci, je suis auditeur. Donc, il y a des choses que je sais voir. J'examine tes comptes. Je me rends compte que chaque année, il y a 100 millions qui disparaissent de ta compta. Et les opérations sont mal passées. Je sais que quand l'investisseur, parce que c'est ça que les gens ne savent pas, c'est que tous les contrôles, toutes les diligences que nous faisons, quand on prend les documents, l'analyse que nous faisons, en fait, c'est la même chose que va faire un investisseur derrière. Donc, en fait, on fait des due diligence, des analyses à blanc. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on demande tous les documents, parce qu'on sait que c'est ce que l'investisseur va demander. Et que on a déjà vu le cas, on a beaucoup appris. Hein. On a déjà vu, oui, on vous enverra, on vous enverra. On arrive devant l'investisseur, ils mettent 3 mois à sortir un document. Et là, l'investisseur, il vous dit, mais les amis, si pour un document, on attend 3 mois, demain j'investis, je vais attendre 2 ans qu'ils m'envoient le premier rapport annuel. Ils se désengagent. Donc, on a appris de tout cela et aujourd'hui, on a vraiment cette rigueur à demander des documents. On nous dit, vous êtes trop formel, Oui, mais c'est un mal nécessaire. Parce que je préfère, moi, avoir tous les documents, m'assurer que tu es carré à tous égards. Comme ça, quand je parle à l'investisseur, c'est fluide, que de découvrir les failles au même moment que l'investisseur. Il n'y a rien de pire. Parce que derrière, il vous dit, en fait, vous n'êtes pas professionnel, vous me faites perdre mon temps, parce qu'il faut savoir qu'un investisseur reçoit en moyenne 1000 à 1500 dossiers, projets par an. Et souvent les gens se trompent sur notre business model. Nous, notre impératif, ce n'est pas de trouver des projets. Il y en a plein des projets. Et
c'est pas de trouver des projets. Notre première responsabilité, c'est d'aller à la rencontre. C'est pour ça de 2015 à 2019, avant le Covid, on a beaucoup voyagé, pas parce qu'on veut se faire plaisir, mais parce qu'on est allé dans tous ces endroits où il y a des personnes qui se disent intéressées pour financer des projets en Afrique, mais ils nous disent on ne trouve pas de bons projets, on ne trouve pas de personnes sérieuses. Donc on les rencontre, on les connaît, on passe du temps avec eux, on échange avec eux, on crée cette relation de confiance. Ils voient que nous sommes professionnels, on leur explique notre mode de fonctionnement. Et quand on a fait cela, ils se disent ces gars-là sont sérieux. Mais ça, c'est une impression qu'ils ont. Après, il faut que ça se vérifie dans les faits. Et comment ça se vérifie dans les faits? Mais c'est très simple. C'est le premier dossier qu'on leur envoie. Donc, quand on a parlé, qu'on a échangé, donc il a mon numéro, il a mon adresse mail. C'est-à-dire que quand il reçoit un mail de Matondo, ça ne va pas. Il n'y a pas de classement vertical, ça ne va pas dans les spams, ça ne va pas dans les dossiers à traiter plus tard. Et c'est que lui, il est sérieux. Donc quand j'envoie un mail lundi, il me répond au plus tard mercredi. Il est très réactif. Mais maintenant, cette confiance qui s'est créée, cette relation qui s'est créée, imaginez-vous, je lui envoie un dossier totalement bancal. Plein de lacunes, plein de problèmes, plein de failles. Et pensez-vous que la prochaine fois que je vais lui écrire, Non, il va pas. et ça je vous dis, ça m'est déjà arrivé, j'ai un investisseur, j'ai rencontré à Dakar, il me dit, voilà le type de projet, moi il faut des projets minimum 20 millions de dollars. Je dis ok. Et on avait un projet sur Brazzaville, et je me suis dit, bah, je peux l'intéresser à ce projet. Le projet était chiffré à combien? À 10 millions, 9 ou 10 millions de dollars, donc la moitié. Lui, il a sa philosophie d'investissement, il a ses règles d'investissement, ses règles d'engagement. Il a sa stratégie d'investissement, il me la donne. On a parlé, d'accord, on a mangé du tchèp, on était très contents. Et là, je lui envoie un mail. Et donc il ouvre mon mail et là il tombe sur un projet en dessous de son plafond, pas le plafond, de son seuil d'investissement, d'intervention. Mais il était sympa. Il m'a dit, il m'a répondu, il m'a envoyé un WhatsApp, il m'a dit Régis, décidément tu me fais perdre mon temps. Ah oui, il reçoit 1500 dossiers par an. Si moi, à qui il fait confiance, je lui amène un dossier qui va passer, il va lire, il va passer son temps à lire 6 pages et au bout de la 6e page, se rend compte que le besoin de financement est en dessous de son seuil d'intervention. Oui, je vais faire perdre son temps et il m'a zappé. Ah oui. Et depuis 2017, il ne répond pas à mes WhatsApp. Alors, c'est très. Ah mais on n'a jamais l'occasion de faire 2 fois une bonne impression. C'est pour ça que quand on a l'opportunité de rencontrer quelqu'un, quand on a l'opportunité de connecter une personne, il faut peser chacun de ses mots. Non, mais le piège de beaucoup d'entrepreneurs africains, c'est la légèreté. De se dire, oh, ça va aller. Non, ça ne va jamais aller. Ça ne va pas aller. Comme ça, là, ça ne va jamais aller. Et à ce sujet, hier, nous avons eu la signature d'une de nos plus belles opérations pour l'année 2020, qu'on a commencé en 2019, Banque Postale du Congo. Et j'aime bien ce que le directeur général de Banque Postale du Congo a dit. Il a dit, mais arrêtez d'aller chercher les compétences ailleurs. Des gens sérieux, compétents, il y en a ici. Oui, je vous dis, ici au Congo. Et il parle d'Arias Investissement. Loïc m'a appelé, il a dit, mais c'est du pain béni ça. C'est la plus belle des publicités qu'il puisse nous faire. Il disait, parce qu'il y avait les ministres, parce qu'il y a des ministres qui étaient présents, parce que Banque Postale du Congo, c'est une entreprise publique, une banque publique. Il y a des ministres, des directeurs de la BDAC, il leur a dit, non, les gars, il y en a qui vont chercher des cabinets européens qui ne comprennent rien à notre réalité locale, qui viennent, il y a un fossé culturel. Il dit, on va chercher loin des choses que nous avons ici. Valorisons les compétences locales. C'est vrai que la majorité des États africains privilégient les entreprises étrangères. C'est parce que c'est le mythe du... Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, et ça s'est vérifié, il m'a dit un jour, écoute, si tu veux bien, il a dit, beaucoup de nos officiels, même des grands directeurs de grandes entreprises, se font avoir, se font escroquer. Donc Loïc, mon associé, donc il était à la B2AC. Il était donc juriste à la B2AC. Il a piloté des projets en partenariat public-privé. Donc c'est un expert. Je pense que à mon sens, pas parce que c'est mon associé, mais à mon sens, c'est le meilleur, c'est le plus grand expert en PPP au Congo actuellement. Partenariat public-privé. C'est un mode de financement des projets publics par le privé. C'est-à-dire qu'en gros, l'État dit il nous faut une centrale hydraulique, par exemple.
mais il n'a pas d'argent. Un Donc, appel à il y a, projet. il y a un investisseur, un partenaire, un promoteur qui va venir, il va dire, OK, je paye, je finance le projet, mais par contre, j'exploite pendant 14 ou 15 ans, 20 ans, et ensuite, je te redonne, je le restitue. On appelle ça en général un BOT, Build, Own and Transfer. Donc, c'est ça les partenariats publics-privés, c'est permettre aux États d'avoir des financements privés pour financer en général les infrastructures. C'est l'expert. Et je ne citerai pas le pays. Un pays quelque part. Ok. Nous approchons le ministre en charge donc, des infrastructures et tout ça. On lui présente, on lui dit on peut faire une formation, on peut vous accompagner pour faire des PPP, parce que la manière, vous financez aujourd'hui cash. À l'époque, il n'y a pas encore la crise. On leur dit vous financez cash les infrastructures, mais il n'y aura pas toujours le cash. Vous pourriez faire être, parce que quand vous financez, après se pose la question de la gestion. Qui gère? Donc, on peut trouver des opérateurs qui vont le faire, mais pour cela, il faudrait que vous puissiez former vos équipes au partenariat public-privé. Ouais, ok. Et vous savez faire ça? Oui, oui, mais on sait faire, c'est un expert. Ouais, bon, ok. Aucune nouvelle. Dans le même temps. Ah. Bon, je ne donnerai pas les coulisses, mais bref. Dans le même temps, un monsieur, un Européen, se pointe avec le même projet, avec la même offre. Plus cher. Plus cher. Beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. On parle d'un multiple de 3. 3 fois plus cher. Oui, écoutez, il quitte l'Europe quand même. Hein. Il arrive avec la même offre. Beaucoup plus cher. Il n'a aucune expertise dans les partenariats publics-privés. En plus en Afrique. Il n'a jamais travaillé sur le continent africain. Mais sa couleur de peau fait qu'il arrive jusqu'au bureau du ministre. Le ministre voit la même offre. Et le pire, c'est que, encore, s'il avait fait attention, il aurait vu que c'était le même document que le nôtre. Bref, il ne faut pas que je donne les coulisses. Il voit la même offre. Et là, oh, très intéressant ça. Ah, super. Il lui donne le marché. Mais c'est pas fini. C'est que le monsieur, il n'y connaît rien du tout. Donc, qui fait la formation? Mon associé. C'est votre associé c'est ton associé qui fait la formation Pour le monsieur. pour le Mais donc, il ne connaît pas le sujet. Et là, alors là, le jeu de la formation, voilà le ministre, voilà ses collaborateurs qui voient rentrer mon associé pour les former. On se retrouve. Et ici, à la fin, il s'avère que la formation est très intéressante. Ils sont étonnés de voir qu'un Congolais sache tout ça. C'est pour vous dire que, bon, moi, je ne m'inquiète jamais des handicaps. Tout le monde part dans la vie avec un handicap. Et d'ailleurs, c'est ça qui est challengeant, c'est quand il y a des handicaps. Quand il y a des difficultés, ben, ça nous challenge, ça nous donne envie de plus nous battre encore. Mais ça fait partie des réalités du continent. Mais il ne faut pas en faire un obstacle insurmontable. Parce que la vérité, c'est que quand une porte se ferme, la porte se ferme, frappez à la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, allez passer par la cheminée. Si la cheminée est bouchée, faites un trou dans le mur, rentrez, trouvez un moyen de rentrer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter à un refus. On a des levées de fonds sur lesquelles on a été positionnés. Il y a des cabinets parisiens qui sont arrivés plus chers et ils ont remporté le marché. Ça fait partie du game. Nous ne sommes pas dans une dictature communiste. Mais il ne faut pas baisser les bras pour ça. Il ne faut jamais baisser les bras. L'essentiel, c'est de connaître sa valeur. Nous, ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est qu'on sait quand même qu'on sait ce qu'on fait. On a les compétences. On a notre parcours, notre expérience ont démontré que quand même, nous sommes bons dans ce que nous faisons. Et ça, une fois qu'on a cette estime de nous-mêmes déjà, parce que vous savez, l'estime de soi, c'est quelque chose, c'est très volatile. Hein. Je connais des gens qui étaient très confiants et le premier punch qu'ils se sont pris dans la tête, ils ont perdu toute confiance en eux. Pourquoi? Parce que ça s'entretient. Mais la base, c'est de savoir déjà qui on est. C'est de savoir que dans la vie, il y a des gens qui vont nous aimer et qu'il y en a qui ne vont pas nous aimer. Donc, à tort ou à raison, l'essentiel, c'est déjà de savoir qui on est, la valeur que l'on a, savoir qu'on a un bagage. Il y a des gens qui disent je n'ai rien. J'ai horreur des personnes
Pas j'ai pas horreur des personnes, mais en tout cas, je suis frustré quand quelqu'un vient me voir et me dit mais je n'ai rien pour créer ma boîte. Parce que la vérité, c'est qu'on a tous quelque chose. Je connais des gens qui n'ont ni bras, vous savez ça, ni bras, ni jambes, mais qui sont millionnaires. Il aussi, le réfugié qui n'a rien. Tu respires, tu as une tête, tu as un cerveau, tu as quelque chose. Parce que les plus grands projets sortent de la tête des gens. Ce ne sont pas des mains. C'est vrai. Avant que les mains fassent, la tête a réfléchi. C'est vrai. Tu viens de parler des réalités locales. Est-ce qu'il faut avoir un pied dans le pays dans lequel nous sommes basés pour pouvoir prétendre exercer une activité comme Harris Investissement en Afrique? Oui, c'est impératif. C'est impératif. Je ne fais pas une levée de fonds de la même manière. Je ne fais pas la même levée de fonds au Congo et au Rwanda, par exemple. Ok. C'est très différent, les besoins sont très différents. Culturellement, c'est très différent. C'est pour ça que nous veillons, que les pays d'Afrique où nous nous implantons, nous veillons à mettre souvent des personnes locales, à trouver des relais locaux. C'est-à-dire que la tentation était, par exemple, au début, vraiment quand on a commencé à Abidjan, la tentation, c'était d'aller s'installer à Abidjan. Mais c'est pas la meilleure chose à faire. Parce qu'on rencontre beaucoup de gens, on parle beaucoup, mais un Ivoirien parlera toujours mieux à un Ivoirien. Et un Ivoirien, il n'y a pas mieux qu'un Ivoirien, il n'y a pas mieux qu'un local pour comprendre les problématiques locales. Nous, on arrive, je suis là, je faisais des voyages exploratoires de 2 semaines, 10 jours, 15 jours. Je voyais beaucoup de choses, je rencontrais énormément de personnes, on échangeait, mais pour concrétiser, j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose. J'ai vu aussi la même chose au Sénégal. Et les gens sont très sympas. Mais c'est un Sénégalais qui m'expliquait, il a dit, ils sont très polis. Mais nous, on fonctionne entre nous. Donc, ils vont te sourire, ils vont même t'envoyer les documents pour que tu analyses, mais ils ne vont pas te signer le mandat parce qu'il y a un fort ancrage culturel local. Et même les modes de financement, là j'ai découvert, au Sénégal, il y a beaucoup de belles banques, il y a même des fonds d'investissement installés, mais la plupart des financements se font entre familles, dans la famille. Dans la famille, des sacs d'argent qui circulent. Des sacs d'argent. Non, mais parce qu'ils ont un microcosme très solidaire en fait. Pour financer un projet, ils ne vont pas d'abord aller voir une banque, ils vont voir déjà si dans le clan, dans le cercle, il n'y a pas des gens, et vous serez surpris. Non, mais vous savez, le Sénégal, c'est un pays riche. Hein. J'ai pris un jour l'avion avec une maman sénégalaise qui vend de la cajou, des noix de cajou au marché. Mais ce n'est pas de là que vient sa richesse. Elle a fait juste des bons investissements il y a 40 ans. Quand son mari est mort, il était boueur en France. Elle a touché une pension de reversement. Et l'argent qu'elle a eu, elle a investi dans un petit immeuble. Et après, elle a fait qu'investir. Aujourd'hui, elle a une quarantaine d'immeubles au Sénégal. Et je dis, mais tu gagnes des milliards, tu mets l'argent où? Tu mets l'argent, donc tu as une banque. Elle dit, quelle banque? Je dis, maman, tout l'argent que tu gagnes là, tu mets pas ça à la banque? Elle dit, mais non, mon fils, toi aussi. Donc, imaginez-vous, mais des comme ça, il y en a plein. Et surtout avec le boom de l'immobilier et du tourisme. Parce que elle, ce qui faisait tourner ces immeubles, c'est qu'elle construisait des immeubles dans des quartiers très posés par les touristes, où les Occidentaux, les Européens prenaient en location des appartements à la semaine, au mois, à la semaine, ça peut rapporter 1 500 euros. Elle dit non, moi je construis un immeuble en 6 mois, il est rentabilisé. Hein. Il pèse des milliards en CFA. Des milliards. C'est une toute autre culture. C'est-à-dire que quand on voit ça, donc quand les gens veulent se financer, ils vont aller voir cette maman-là plutôt que la banque. Donc, nous, Ariès, on arrive, on dit, oui, on va vous faire l'analyse, on va faire ceci. La maman, elle n'a pas besoin de voir l'analyse, elle n'a pas besoin de voir le teaser. Elle, ça se joue à la confiance. C'est le fils, le cousin du neveu, de la nièce, du frère, donc je peux lui faire confiance. C'est plutôt des clauses morales que juridiques. Dans 5 ans, dans 10 ans, comment vous imaginez Ariès? Ariès, nous voyons grand. Et il ne faut jamais avoir peur ou honte de voir grand. D'ailleurs, avec mon association, on se dit souvent, si notre vision, si quand on ferme les yeux, ce qu'on voit ne nous fait pas peur, c'est qu'on a une petite vision. C'est-à-dire que le jour où on arrêtera d'être effrayé par ce qu'on voit en fermant les yeux, par notre vision,
c'est-à-dire qu'on n'a plus d'ambition. La vision doit nous challenger. La vision doit nous challenger. Quand nous, notre vision, notre ambition, c'est d'être d'être le leader dans le métier de la banque d'affaires en Afrique. Hein, en Afrique, tu vois. Sachant qu'il y a toutes les grandes banques d'affaires maintenant d'Occident qui débarquent en Afrique. Mais nous, on dit c'est pas grave. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Dans notre folie là, venez, on va se retrouver. Mais nous, on sera leader. C'est notre mission. Notre vision, c'est d'être la porte d'entrée des financements de projets en Afrique. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « je veux financer un projet en Afrique », qu'il pense à Ariès. Sur les réseaux, en tout cas moi je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui font du conseil. Comment est-ce que vous arrivez à rester sur votre marché Alors, si on vous dit, vous savez, l'erreur, c'est de se dire, par exemple, si vous allez dans les répertoires nationaux, chercher banque d'affaires, cabinet de conseil en financement, vous n'allez pas trouvé grand monde. Et l'erreur, c'est d'arriver là, de se dire, on n'a pas de concurrent. C'est la plus belle erreur. Il ne faut jamais mépriser la concurrence. La concurrence, surtout dans le financement de projets, la concurrence vient de partout. Et des endroits dont on s'attend le moins. Je vous ai parlé, je vous ai dit, on prend un mandat, on lève, et il y a quelqu'un qui arrive avec des sacs d'argent. C'est ton concurrent. Parce que celui qui ramène les sacs d'argent là, il touche une commission de succès, il va toucher un pourcentage sur l'argent qui est financé. Donc c'est ton concurrent. Est-ce qu'en Afrique, vous faites beaucoup de communication pour vraiment toucher le grand public ou c'est vraiment plus des petits rendez-vous, voilà. Alors, c'est un peu de fois le sujet, on va dire, de discorde avec mon associé. Non, mais il y a la nécessité. Nous ne pouvons pas être une société moderne, agile et ne pas communiquer. Mais la vérité, c'est que une banque d'affaires, là je reviens un peu classique, une banque d'affaires, pas une banque, mais une banque d'affaires ne compte pas sur le volume. C'est plutôt la qualité, la spécificité des clients. Et en gros, nous choisissons nos clients. Parce qu'on aussi, on s'est fixé cet objectif et cette contrainte d'éducation. Parce que c'est bien de dire c'est possible, mais encore faut-il dire aux gens comment ça peut être possible. Et souvent, moi, je le vois avec ma fille, elle apprend plus de ce qu'elle voit que ce que je lui dis. Je fais beaucoup de mentorat d'entreprises, gratuitement, je le précise. J'encadre beaucoup d'entrepreneurs, je les accompagne parce que je me dis que c'est nécessaire. Parce que la vérité, c'est que plus on est de fous, mieux on s'amuse. Par exemple, je me rappelle cet entrepreneur sénégalais. Il a pris contact avec moi sur LinkedIn. Bon, lui, il voulait faire un gros projet à je ne sais pas combien de milliards. Et je dis, tu as combien? J'ai rien. J'ai dit, d'accord, réfléchis encore un peu au projet. Mais on a échangé. Et quand je suis allé à Dakar, la première fois que je suis allé à Dakar, je lui ai juste envoyé un WhatsApp pour dire, tu sais, je suis dans ta ville. En fait, il n'était plus à Dakar, mais il a quitté le fin fond du Sénégal pour venir. Il est resté avec moi 2 heures, il est reparti. Mais il m'a dit, les 2 heures que je m'avais accordées, c'est les plus belles heures de ma vie. J'ai dit, bon, écoute, tu en auras d'autres. Hein, tu en auras d'autres. Mais voilà, on peut rentrer en contact. J'ai dit, il faut, parce que je me dis, c'est ma part aussi. C'est ma part. Quand je vais à Brazzaville, à Abidjan, à Kinshasa, à Douala, partout je vais, même ici en Europe, je prends vraiment à cœur de rencontrer des entrepreneurs. Moi, je rencontre des entrepreneurs. Je dis, allez, vous êtes 5, 6, parlez-moi de vos projets. Toi, tu fais quoi? Comment tu comptes faire ça? Non, ça, tu devrais plutôt faire comme ça. C'est un conseil, tu n'es pas obligé. Et quand tu te dis, écris-moi le truc ici, j'écris ton business plan, ça devient mon business. Tu es d'accord? Ok, on peut signer un papier. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va créer, qu'on va permettre l'émergence. Pour moi, les champions de demain, les champions africains, ce ne sont pas les grosses boîtes d'aujourd'hui. Les poids lourds de l'économie américaine aujourd'hui, Facebook, Amazon. Bon, Amazon et Apple, c'est un peu, ils sont années 80, 70. Mais regardez Facebook. C'est le gros mastodonte. Ils n'ont même pas 20 ans. Ça veut dire que, parce que nous, on vit tout en accéléré aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est possible aussi qu'en Afrique, moi je ne compte pas sur l'industrie pétrolière pour forger les champions de demain. Le champion de demain sera dans le digital. C'est celui qui aura compris comment capter des flux et pouvoir les monétiser, créer de la valeur. C'est le champion.
Je veux revenir sur ton association avec Loïc Makosso. Aujourd'hui, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu tires de cette association et si tu devais donner un conseil aujourd'hui aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs et tout, qui se lancent sur le set mais qui perçoivent qu'ils ne peuvent pas avancer seuls et qu'il faut avoir des gens avec qui on va dire, faire chemin. Est-ce que tu leur conseilles d'avoir des gens qu'ils vont piloter ou est-ce que tu leur conseilles d'avoir des associés et comment choisir ces associés en fait? Oh, vaste question. Alors, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Okay. D'abord, le premier constat, c'est qu'on ne réussit pas tout seul. Personne ne réussit tout seul. Maintenant, l'entrepreneur doit savoir s'entourer. Le but, ce n'est pas de s'associer à tout va. Parce que, je vous rappelle, l'association, c'est un mariage. Je dis souvent à mon associé, tu me donnes des mots de tête que même ma femme ne me donne pas. Même ma femme ne me donne pas des mots de tête comme ça. Toi, tu me donnes souvent des mots de tête. Mais, vous savez, il y a un dicton qui a dit, forcez-les à bâtir ensemble, vous en ferez des frères. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est ma satisfaction, c'est que j'ai pas seulement un associé, mais j'ai un frère. J'ai un ami, on se chamaille, j'ai un ami. Non, mais c'est-à-dire que là où il y a des hommes, il y a des problèmes. On va pas être tout le temps d'accord à 100% sur tout. Il y a des choses, de fois, ils voient que je ne vois pas. Parce que moi, j'aurais une autre approche. Mais forcez-les à bâtir ensemble. Vous en ferez des frères. Et quand on a compris ça, donc on va bien faire le choix de qui on s'entoure. Donc, on n'a pas de l'équipe. On peut avoir une équipe, mais pas associer tout le monde. L'équipe vient, elle travaille, elle touche son salaire. Ce sont des collaborateurs. Mais l'associé, c'est celui qui va apporter une valeur ajoutée, mais qui n'est pas ton salarié. D'ailleurs, que très souvent, tu ne pourras pas le payer. C'est ça, la première raison de prendre un associé, c'est ça. C'est que tu l'arnaques un peu, en fait. Tu sais que tu ne peux pas le payer, donc tu lui fais une promesse. Tu lui dis, écoute, un jour viendra. Tu crois en moi, non? Tu crois en moi? Je crois en toi. Nous croyons en nous. Alors, associons-nous. Mais je ne te paye pas. Hein. Vous savez, j'ai rencontré une dame à Germantown, pas loin de Washington. On faisait aux États-Unis, on faisait comment on appelle ça, du patin à glace, souvent dans un parc là. Et j'ai sympathisé avec elle et j'étais étonné de voir que cette dame était la secrétaire la plus riche des États-Unis. Elle avait été, parce qu'elle n'était plus. Et elle me racontait son histoire et elle m'expliquait qu'en 2003, quand Mark Zuckerberg commence Facebook, quand il se lance, il était bordélique, désorganisé, il ratait ses rendez-vous. Donc on lui dit, écoute, il te faut une assistante qui va te couver, il te faut une maman, il te faut quelqu'un qui va gérer ton agenda, gérer tes rendez-vous, limite t'aller t'acheter des vêtements, quelqu'un qui va te prendre en main. Et on lui recommande cette femme qui travaillait à l'époque pour une grosse boîte. Elle était assistante là-bas d'un CEO. Elle gagnait bien sa vie. Et donc, les premiers fonds que Mark Zuckerberg il doit les gérer de manière efficiente. Il n'a pas de quoi la payer. Il lui dit, écoute, moi, j'ai besoin de toi. C'est sûr, je peux pas me passer de toi. J'ai besoin de ça, mais je n'ai pas le budget. Par contre, je peux te payer, mais ça sera 30% de moins que ce que tu touches ailleurs. Mais je te promets qu'en étant ici, avec moi chez Facebook, tu seras millionnaire. Donc, ce que je ne te donne pas, tu le retrouveras très rapidement. Il lui a donné 1,8% de Facebook. Il y a une différence entre prendre un associé et un actionnaire. Ce n'est pas pareil. Un actionnaire détient des parts et attend de toucher une rémunération sur ses parts. Un associé, c'est quelqu'un qui est impliqué dans la gestion, dans la vie courante d'entreprise. Donc, il est ce qu'on appelle souvent exécutif. Il y a des non-exécutifs et il y a des exécutifs. Il faut prendre quelqu'un qui va vraiment te compléter. Moi, avant de m'associer avec Loïc, c'est quelqu'un d'abord de qui, déjà que c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'admire aussi, parce que franchement, il faut le reconnaître, il est très inspirant, c'est un vrai leader. J'admire ça.
Et je respecte ça. Et surtout, je trouve qu'il est professionnel. Il est compétent. Donc, et il a vu à peu près le même trait chez moi. Donc, logiquement, on va s'associer. Mais je ne vais pas aller demander à quelqu'un. En fait, la question, c'est toujours quelle valeur il va créer. On ne s'associe pas avec ses amis parce que ce sont nos amis. C'est la meilleure manière de planter une entreprise. On ne s'associe pas avec les gens parce qu'ils sont gentils. C'est la meilleure manière. C'est toujours la question, c'est quelle valeur on va mutuellement créer. Quelle valeur on va créer. Il y a des gens avec qui tu vas t'associer, par exemple, parce qu'il a un grand carnet d'adresses. C'est-à-dire que ce monsieur, tu sais qu'avec lui, là, tu t'associes avec lui, il t'ouvre les portes de 100 deals. C'est un motif pour s'associer. Tu sais que lui, par exemple, il est très fort dans tout ce qui est administratif, organisationnel, management. Parce que, tu vois, par exemple, Mark Zuckerberg, c'est un très mauvais manager. C'est même le pire manager qu'on puisse avoir. Mais il a pris des gens, des managers, qui venaient de grandes boîtes, qui sont venus pour structurer Facebook. C'est-à-dire que, tu vois, c'est toujours la valeur qui est créée, qui doit au-delà des sentiments, des émotions, quelle valeur il crée. Quelle valeur pouvons-nous créer ensemble? Est-ce que ça sera un plus en termes, ou est-ce que ce sera un moins, un fardeau que je vais devoir porter? Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à l'entrepreneuriat en Afrique particulièrement, qui sont en France, en Afrique ou dans d'autres pays dans le monde? J'ai un mot qui me vient à l'esprit, c'est oser. Oser, oser, oser. Pas de limitation. Arrête, ne tombez pas dans les excuses. Osez. Osez, entreprenez. Ça marche? Super. Ça marche pas? Ça marche pas? Super aussi. On recommence. Apprenez à rebondir. Nous sommes sur un marché porteur. Et là où il y a de l'intérêt, il y a aussi beaucoup de risques. Vous ne réussirez pas au premier essai. C'est pas grave. Par contre, tirez les leçons. Documentez-vous beaucoup, apprenez, observez, apprenez des gens qui sont sur le continent. Moi, une des premières choses que j'ai faites, c'était de chercher, bon, il n'y en a pas beaucoup, de lire des biographies. Il y a IP qui a fait comme ça, un recueil, investisseurs et partenaires, un recueil, ces entreprises qui réussissent en Afrique. Et c'est beaucoup de petites histoires d'entrepreneurs dans différents secteurs. C'est des choses dont je me suis abreuvé pour comprendre, pour voir, parce qu'il faut chercher des sources d'inspiration. L'inspiration peut venir du ciel, très bien, mais des fois il y a des sources d'inspiration, voir des entrepreneurs. Moi, une des personnes qui m'a beaucoup inspiré, qui nous inspire beaucoup avec Loïc, c'est Tony Elumelu. C'est M. Dangote, des personnes comme ça qui ont fait la démonstration que c'est possible. Après, ouais, il faut ne pas avoir la mauvaise foi, ne pas dire oui mais eux ils avaient, non. Eux ce qu'ils avaient, c'est pas ce que tu as, mais au moins toi tu as quelque chose. Avec ce que tu as, Patrick Bruel a dit, la vie c'est comme une partie de poker. On fait avec les cartes qu'on a en main. Eux, ils avaient 4 as dans leur jeu, tant mieux pour eux. Toi, tu n'as pas d'as, bluff. Mais au moins réussi. Donc, je tenais vraiment à remercier Africanship pour l'opportunité que vous nous m'offrez aujourd'hui. Et à Monsieur Régis, franchement, c'était vraiment top. Donc, je vous invite vraiment à participer aux activités d'Africanship. C'est vraiment très donc on se dit... si je peux juste dire merci aussi. Merci à Aude, merci à Rihanna. Rai, on a dit Rai, pour cet échange, pour ce riche échange. On n'a pas tout dit, mais je tiens à souligner la qualité de cet échange que j'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir, ça rafraîchit de voir des jeunes, même pas 25 ans. Mais tu sens une sagesse, tu sens des idées. Non, franchement, jeunesse, quittez un peu TikTok, inspirez-vous. Non, sincèrement. Créez les prochains TikTok plutôt que de consommer que du TikTok. Je parle aussi à ma fille quand je dis ça. Mais vraiment, c'est encourageant. Et en plus, toi qui te dis, quand on te dit même d'aller sur Zoom, là, tu es fatigué, elle a quitté Lyon. Elle va prendre le train pour rentrer. Chapeau bas. Ouais, elle a fait le déplacement, chapeau bas. Et 5 heures de trajet. Et ça, garde cette attitude, garde ce cœur, tu iras très loin. Et tu surprendras beaucoup de gens de ta génération.